Bonjour à... Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à notre rencontre aussi nombreux. On avait de la concurrence, je crois qu'il y a Aurore Berger qui prend la parole en ce moment ou bientôt. Je me présente et après je vais laisser les autres personnes se présenter. Véronique Cayado, je suis docteur en psychologie et responsable d'études au sein de l'Institut WeCare, qui est un institut de recherche et développement sur le bien vieillir. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Au fond aussi? Ok. Donc moi, je suis Shirley Trouville, je suis infirmière et formatrice spécialisée dans la méthode Montessori. Voilà. Bonjour à tous, Sandrine Collin, je suis directrice déléguée du réseau France Présence, une marque du groupe WeCare. Et on va vous expliquer aujourd'hui pourquoi on a choisi de travailler avec cette méthode-là et de la décliner auprès de nos équipes. Allez, je commence. Alors, Shirley Trouville vous le dira plus tard, un peu plus tard dans la présentation. Maria Montessori, la méthode, elle a été développée auprès d'enfants qui étaient considérés comme déficients. Et leur particularité faisait qu'ils étaient souvent disqualifiés d'emblée. On les considérait comme des enfants incapables d'eux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais me permettre une petite aparté pour mieux mettre en valeur l'approche Montessori auprès de personnes âgées. C'est que ces jeunes enfants, finalement, qui étaient disqualifiés d'emblée, qu'on considérait avant tout à travers leur pathologie et leur déficience, eh bien, il y a un parallèle qui peut être fait avec un phénomène semblable avec le vieillissement et l'approche, le regard qui est porté sur la vieillesse. La vieillesse est avant tout vue sous un angle médical pathologique, sous l'angle du déclin fonctionnel. Ce regard qui est porté sur le vieillissement, sur les plus âgés, alors quel que soit le nom qu'on leur donne, seniors, aînés, ce regard-là, il n'est pas neutre. Ce n'est pas juste des représentations qui existeraient en dehors de nous. Ces stéréotypes, ces croyances partagées qu'on a autour du vieillissement, eh bien, elles vont impacter notre regard, notre perception. On va avoir des biais cognitifs qui se mettent en place, même si on n'adhère pas à ces croyances, à ces stéréotypes qui mettent en avant la vieillesse avant tout sous l'angle du déclin. Donc on va percevoir la situation d'une certaine manière, on va retenir des informations sur une personne plus âgée qui sont concordantes avec l'image qu'on se fait d'une personne plus âgée. Et donc forcément, quand on analyse et qu'on interprète les besoins de la personne, eh ben, on va se baser sur ce qu'on a retenu qui était déjà partiel et biaisé par nos croyances. Et ce regard qui est posé après sur cette personne, eh bien, ça va modeler la manière dont on rentre en communication avec elle. On va avoir une manière de l'aborder, de la regarder, d'interagir de manière particulière. Alors, dans la littérature, dans les travaux, on met en avant le langage bébé, par exemple, ou le fait de rentrer en communication avec une personne âgée seulement pour répondre à un besoin d'assistance. Et si on entre en communication avec une personne plus âgée seulement pour répondre à un besoin d'assistance, eh ben, on la récompense finalement de plus de soutien, de plus de présence, seulement à ces moments-là. Donc, la tendance qu'il peut avoir, c'est qu'elle va exprimer un besoin d'assistance pour pouvoir avoir cette présence à elle. Voilà, c'est un certain nombre comme ça de manières d'interagir particulières avec les plus âgés. Et cette manière particulière d'interagir avec une personne plus âgée, eh bien, ce sont autant de projections incapacitantes qui peuvent être extrêmement violentes à recevoir pour la personne. Ces projections incapacitantes, elles vont avoir un impact direct sur le comportement et l'attitude des personnes. On peut observer que la personne va perdre complètement ses moyens en termes de raisonnement, de mémorisation, même en termes de vitesse de marche. On a pu observer que les personnes vont effectivement, dans l'ici et maintenant, face à ces projections qu'on leur envoie, complètement être déstabilisées. Elles vont être demandeuses d'aide de manière plus importante. Et puis on observe effectivement également une baisse de l'estime de soi chez ces personnes. Et même chez les personnes dites démentes, l'adoption vis-à-vis d'elles d'un langage bébé. Donc langage bébé, je ne l'ai pas défini, mais c'est cette manière un petit peu exagérée d'articuler, de parler plus fort, d'utiliser des mots simples pour se mettre à la portée de la personne. Eh bien, même chez les personnes démentes, on a pu observer que l'adoption d'un tel langage, eh bien, ça venait gêner
la relation de soins avec plus de résistance, entre guillemets, vis-à-vis de ces personnes-là. Alors, quand à cette image de la vieillesse s'ajoute une hypothèse ou un diagnostic en lien avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, eh bien, c'est la double peine, j'allais dire. Là, c'est la double stigmatisation, parce qu'associé à ces maladies, forcément, il y a aussi des représentations extrêmement négatives associées à cette maladie, où la personne, elle est réduite finalement à n'être que ça. Elle est réduite à sa pathologie, à ses troubles et à ses incapacités. Donc là, on revient à ce que je vous disais au tout début par rapport aux jeunes enfants d'où est partie l'approche Montessori, qui étaient complètement disqualifiés, qui n'étaient vus que comme des incapables. Et oui, là, je voudrais vous prendre quelques minutes, 2 minutes, pour écouter avec vous un témoignage de Philippe Blanchard. Alors, j'ai pris cet extrait de phrase parce que je le trouve je la trouve très forte, très chargée de sens. Comme tout être humain, je mesure ma valeur à l'aune du regard de ceux qui m'entourent. Hop, je vais lancer. Alors, je sais. Hop. Ouais. Un des problèmes de la maladie d'Alzheimer, parmi bien d'autres, c'est le changement de regard. Celui que les gens portent sur nous, mais aussi celui que les gens portent sur nous, mais aussi celui que je porte sur moi-même. En 2003, les difficultés étaient déjà présentes depuis plus d'1 an. J'avais du mal à trouver mes mots et de plus en plus de problèmes pour m'organiser. Mais je mettais tout ça sur le compte du surmenage. J'étais un homme respecté dans mon métier. Médecin, je menais à bien des études importantes et je me sentais bien dans ma vie. Après l'annonce du diagnostic, c'était très différent dans le regard des autres. Si je vais bien, on pense que je suis dans le déni de la maladie parce que j'aurai des atteintes frontales. Si j'ai le blues, on dit que je suis dépressif à cause de la maladie et on veut me donner des antidépresseurs. Pire, si on ne comprend pas une de mes blagues, on demande à ma femme si la maladie me fait délirer. Oui. On s'adresse à elle plutôt qu'à moi. On doute de ce que je dis. Dans mon propre regard, je perds confiance. Je doute de moi. Parfois, je me sens nul. Je suis la même personne. Pourtant, c'est comme si avant le diagnostic, tout est normal, avec de petits dysfonctionnements auxquels on ne porte pas beaucoup d'attention. Et du jour au lendemain, c'est l'inverse. Tout devient anormal. Je veux croire que mon avenir ne sera pas que sombre. Je veux continuer à parler
même si j'ai du mal à trouver mes mots. Je veux garder tout son sens à ma vie. Je veux pouvoir vivre debout. Je ne veux pas être considéré comme un dément. Je ne suis pas dément, privé de raison. J'ai juste une maladie qui brouille les pistes, me rend le langage difficile, la compréhension plus lente. Je ne sais pas faire une addition écrite. Est-ce que ça me rend moins humain? Est-ce que ça me rend moins humain? Dans son témoignage, on revoit, enfin, on ressent bien toutes ces projections, tout ce regard qui change dès que le diagnostic est posé, les interprétations qui changent du tout au tout par rapport à des comportements qui étaient similaires la veille. Et comment ça le percute, comment ces projections incapacitantes le blessent au plus haut point. Cela ne me rend pas moins humain, c'est la fin de la séquence. Et cette reconnaissance finalement de cette humanité inaliénable, indéfectible en chacun de nous, eh bien, ce sont des approches qu'on dit humanistes, centrées sur la personne, qui vont essayer de le défendre, ou en tous les cas de faire en sorte qu'on va approcher différemment les personnes dites démentes ou qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou un trouble apparenté. Ces approches-là, centrées sur la personne, elles... là, j'en ai mis quelques-unes. Il y a l'approche Montessori qui sera développée. Vous trouvez aussi la validation humanitude. Elles ont comme filiation un petit peu théorique Carl Rogers, qui est un psychologue américain du siècle dernier, qui avait une manière d'approcher l'individu très positive. C'est-à-dire qu'il avait une considération, l'individu en face de lui qui venait pour une psychothérapie ou peu importe, pour lui, c'est à lui, c'est lui-même, c'est cette personne-là qui possédait les moyens de changer son rapport au monde et de se guérir, entre guillemets. Donc une approche très positive sur l'individu. Chaque personne possède en soi les ressources pour son propre développement, mais encore faut-il que l'environnement le favorise, le facilite, le porte. Et cet environnement capacitant, il avait mis en avant un certain nombre de méthodes, le regard positif inconditionnel, l'écoute active. Donc c'est ce regard-là, c'est cet environnement qui favorise le développement de chacun, qui est le fil rouge de ces différentes approches. Et avant de laisser la parole à Shirley, je voulais mettre en avant deux postulats qui sont à la base de ces approches humanistes qui font qu'on va accompagner différemment et percevoir différemment et interagir de manière plus personnalisée, j'allais dire, avec les personnes dites démentes. Le premier principe de base, c'est le respect des émotions. Et le deuxième, le respect de l'autonomie qui est la sienne. Et je vais m'expliquer pour chacune de ces notions. Le respect des émotions, pourquoi? Parce qu'une émotion, ça se réfute pas. L'émotion de quelqu'un, le sentiment de quelqu'un, ça ne se réfute pas. Ça s'accueille, quelle qu'elle soit cette émotion. Nous avons tous de bonnes raisons ou des raisons valables de ressentir une émotion à un moment donné. Alors, ok, la personne peut présenter une altération de ses capacités cognitives, fonctionnelles, mais les capacités émotionnelles, le corps émotionnel, affectif, lui, il n'est pas perturbé, il est toujours intact. Et la personne a toujours besoin d'être nourrie sur ce plan-là, sur le plan affectif, de la sécurité affective, de la reconnaissance, de se sentir exister et avoir une place dans le regard de l'autre. Ça ne change pas. C'est cette humanité indéfectible que chacun garde en son sein. Donc pour un accompagnant, un aidant, ça veut dire que ces émotions qui viennent parfois gêner le quotidien, gêner la relation de soins, elles sont hyper importantes et c'est au contraire peut-être un bon moyen, en s'appuyant sur les capacités émotionnelles et affectives des personnes, de continuer à être en relation, même quand les capacités verbales sont atteintes et qu'il est
plus difficile de rentrer en communication avec les mots, eh bien, il y a toujours la possibilité de rentrer en communication avec le toucher, avec le regard, avec ce qui fait aussi ce corps, non pas instrumental, mais ce corps des émotions, ce corps de l'affect. Pour un accompagnant aussi, ce que ça veut dire, c'est que la prise en compte des émotions, il faut pouvoir les accueillir et laisser un espace d'expression. L'accueillir sans se sentir jugé soi-même, mais laisser un espace parce que tant que les émotions ne sont pas, tant que la colère, par exemple, n'est pas exprimée, ou le besoin qui est derrière la colère n'a pas pu trouver un espace d'expression, ben, la relation sera toujours perturbée, j'allais dire, entre guillemets. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas reconnu, tant qu'elle ne s'est pas exprimée, eh bien, la solution, elle n'est pas derrière la porte, quoi. Il faut pouvoir accueillir cette émotion pour que la personne évacue le besoin qui est derrière. Le deuxième principe dont je parlais, que j'ai évoqué tout à l'heure, c'était le respect de l'autonomie qui est la sienne. Le respect de l'autonomie qui est la sienne parce que l'autonomie, ce n'est pas tout bon ou tout mauvais. Déjà, l'autonomie, je l'entends dans ce sens premier, j'allais dire, non pas comme le contraire de l'indépendance, mais comme la capacité à décider pour soi-même selon son libre arbitre. Pendant longtemps, on a considéré qu'il y avait deux catégories d'individus, les personnes capables d'autonomie, et vis-à-vis d'elles, donc c'était le respect de leur libre choix qui s'imposait dans le cadre de la loi, bien sûr, et puis les personnes incapables, vulnérables, à qui on devait protection. Cette vision un peu binaire de l'autonomie, elle a évolué sous l'impulsion de mouvements de revendication à l'autodétermination de personnes déficientes. C'est des mouvements qui sont surtout venus de Nord-Amérique et ça a mené à une vision beaucoup plus filaire de l'autonomie. C'est-à-dire qu'on peut être autonome et capable de décider dans certains aspects de sa vie et pas dans d'autres. D'ailleurs, personne n'est complètement autonome ou c'est un mythe. L'indépendance comme l'autonomie sont des mythes, des exigences qui classent et qui déclassent. Et le fait de dépasser cette vision un petit peu binaire, eh bien, l'idée, c'est de s'adapter après au niveau d'autonomie qui est celui de la personne. Donc, on est dans le droit à la participation sociale. Et l'idée maintenant qui est moins présente, j'allais dire, dans l'accompagnement de personnes plus âgées, mais qui se retrouve et qui a beaucoup plus sa place, c'est pas sa place, mais qui est beaucoup plus développée dans le champ du handicap, c'est protéger sans diminuer. La logique de protection des personnes vulnérables ne doit pas se faire à l'encontre de l'autonomie qui est la leur, du niveau d'autonomie qui est le leur. Considérer le niveau d'autonomie qui est celui de la personne que l'on a en face de soi, ça implique forcément de considérer la palette d'expression qui existe. Ok, la personne, elle ne peut peut-être plus conduire sa vie, faire ses propres choix, ses arbitrages, clairement, sur tous les fronts. Elle est peut-être plus en mesure de faire ça, mais elle peut peut-être encore choisir entre plusieurs possibilités. Elle peut peut-être encore exprimer et manifester des préférences. Exemple, je n'ai plus le discernement suffisant pour choisir mes vêtements adaptés aux températures, par exemple. Mais je peux exprimer une préférence entre plusieurs choix de vêtements plus appropriés. Mais qu'est-ce que ça implique, le fait de pouvoir repérer et adapter la situation aux capacités de la personne? Ça implique du temps, ça implique de l'observation, ça implique des ressources humaines, forcément, pour connaître la personne que l'on a en face de soi. Donc cet environnement capacitant, il repose sur, bien sûr, déjà, éviter tout ce qui est projection incapacitante qui disqualifie d'emblée. Donc faire attention à ces projections qui sont, même si on n'y adhère pas, je le répète encore, même les personnes qui
même si on n'est pas d'accord avec ces croyances, ces perceptions, ces regards qui sont portés, eh bien, ça va nous impacter sans qu'on s'en rende compte. Ce sont des biais qui vont venir gêner notre relation. Donc, toujours faire attention et se prendre du recul. On va faire des erreurs. Voilà, on va peut-être projeter des choses, passer à côté de certaines choses. Donc, c'est toujours avoir cette prise de distance, même si c'est a posteriori, et accueillir finalement, laisser du temps à la connaissance, à la compréhension des besoins, des intérêts de la personne. Pour tout ça, pour donner des occasions d'expression, je le disais, mais aussi des occasions pour mobiliser les capacités préservées, des occasions pour expérimenter également, laisser l'opportunité d'expérimenter et de se faire surprendre aussi par des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Quitte, des fois, dans l'accompagnement, à créer une fiction d'autonomie. Par fiction d'autonomie, c'est des choses que les auxiliaires de vie connaissent bien et font souvent spontanément. C'est le fait de laisser une impression à la personne de choisir, c'est-à-dire que la personne a effectivement le sentiment de maîtriser ce qui se passe. Ça lui renvoie un regard positif sur elle-même. Mais la finalité, l'objectif final de l'action, c'est l'aidant qui le porte parce qu'il est plus en mesure de discerner l'objectif final. Et donc cet environnement capacitant, eh bien pour le présenter plus en détail avec l'approche Montessori, je vais laisser la parole à Shirley. Merci Véronique. Alors, ça fait un très bon relais par rapport à tout ce qu'elle vient de détailler, puisque la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées, certains en ont peut-être déjà entendu un peu parler, mais pas vraiment dans le champ de l'accompagnement de la personne âgée, mais plus dans le champ de l'enfance, par le biais de Maria Montessori, qui a développé une pédagogie adaptée aux enfants. Et avant même de parler de pédagogie, j'ai plus envie de parler de philosophie d'accompagnement. Quand Véronique parle de changement de regard sur la personne âgée, la perspective que Maria Montessori offrait à cette époque, c'était aussi une question de regard qu'on posait sur l'enfant, de regard qu'on posait sur ses incapacités, sur la différence qu'il avait à apprendre. Et donc, il y avait une vraie notion de s'intéresser à l'enfant en tant que personne, en tant qu'individu propre, et d'aller chercher comment accompagner cette personne avec des valeurs de vie. Et donc, c'est vrai que Maria Montessori, elle a travaillé pendant toute sa vie avec ses enfants, avec des fondamentaux, vraiment, qui vont être essentiels pour tout être humain, la notion de liberté, de cadre, de choix et d'engagement. Alors, ça rejoint un peu cette dimension de l'autonomie. Quand j'ai du choix, quand j'ai de l'autonomie, eh bien, je m'engage, évidemment, puisque ça va justement me permettre d'être considérée en tant que personne à part entière, de valoriser les potentiels. Véronique en a parlé quand elle parle de capacité, d'environnement préparé, c'est exactement la même chose. Comment cet environnement est soutenant? Est-ce qu'il nous renvoie une image positive et une envie, ou est-ce qu'il nous renvoie une image plutôt négative où on va baisser les bras, on va perdre de l'estime de soi? Et l'être humain est très sensible à cette notion d'environnement. Elle a mis tout ça en évidence, et évidemment l'importance de la sensorialité. Maria Montessori, autour de cette pédagogie, elle avait une devise, c'est le « aide-moi à faire seul ». Et c'est cette devise qui va être reprise avec cette philosophie justement par Cameron Camp. Donc moi, quand je vous parle de la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées, ça ne vient pas de Maria Montessori, mais ça vient de Cameron Camp. Cameron Camp, c'est un neuropsychologue, c'est un chercheur. Et lui, en fait, a découvert cette pédagogie pour sa propre fille, qui avait une déficience mentale. Et il s'est posé des questions autour de cette philosophie. Il a commencé à avoir des ponts, des relais dans le champ de l'accompagnement de la personne âgée. Quand on parle de stigmatisation, de changement de regard, ça lui a paru comme une évidence que ces valeurs-là étaient tout à fait transposables. Et donc, il a adapté cette méthode dans les années 90 avec une vraie philosophie d'accompagnement. Comment lutter contre la stigmatisation? Véronique en parlait très bien juste avant, cette notion d'agisme, cette notion de trouble cognitif. Et comment remettre la personne au centre de nos interventions. Aujourd'hui, quand je ne travaille pas avec une maladie. Je travaille avec une personne. Et comment moi, en tant que professionnelle, je me dois de considérer cette personne et pas une maladie.
Une maladie, c'est un ensemble de post-it. C'est un ensemble de choses qu'on va poser sur moi, mais ça ne me définit pas. Et donc, comment on va aller vraiment travailler avec cette personne-là? Et donc, c'est là où les valeurs essentielles de Mariam Montessori ont été reprises dans cet accompagnement. Et c'est ça, en fait, qu'on va vous proposer dans la méthode. C'est vraiment d'aller se poser des questions dans le respect de l'autre. Comment considérer la personne que j'ai en face de moi? Considérer son histoire, considérer qui elle est en tant que personne. La dignité. La dignité, ça renvoie à qu'est-ce qui nous vaut la peine d'être vécu? Qu'est-ce qui nous permet de considérer que la vie vaut la peine d'être vécue? Mais pour la personne. Ce qui, moi, me renvoie à l'idée que la vie vaut la peine d'être vécue n'est pas forcément la même chose que pour vous. Ah, bah oui. Donc, on va aller s'intéresser à ça. On va aller s'intéresser à cette notion d'égalité. Attention à ne pas voir l'autre comme quelqu'un de tellement vulnérable qu'on va vouloir justement prendre un peu le dessus sur elle et avoir un peu cette balance qui s'inverse, mais de vraiment la considérer comme nous. Qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on n'aimerait pas? On s'est tous déjà posé cette question. Si plus tard j'avais des troubles cognitifs, qu'est-ce que j'aimerais ou que j'aimerais pas? Comment j'aimerais qu'on me considère ou pas? Comment j'aimerais qu'on m'accompagne ou pas? Et on a déjà tous fait ce constat. Ah non, moi vieillir avec des troubles cognitifs comme ça, ouh là là, certainement pas. Vieillir avec des troubles cognitifs en EHPAD, ouh là là, certainement pas. C'est des questions qu'on se pose, c'est des constats qu'on pose. Donc comment on va aussi inverser cette balance-là? Comment on va reposer une notion d'équilibre, je dirais, dans tout ça? Et puis il y a la notion de confiance. Puis tout ce dont on parle là, ça amène à de la confiance. Et avoir de la confiance dans la relation humaine, c'est gage de réussite. On ne peut pas travailler avec de l'humain sans travailler avec de la confiance. Et ce n'est pas parce que vous me dites que vous êtes professionnel, je suis navrée, mais que je vais avoir confiance en vous tout de suite. Il va falloir un petit peu de temps, il va falloir qu'on fasse connaissance. Et donc c'est là où Cameron a développé 3 objectifs fondamentaux. Et alors vous verrez quand je vais les décrire qu'ils rejoignent complètement ce que Véronique a expliqué juste avant. Le premier principe, c'est un principe fondamental, c'est le principe de contrôle sur sa vie. Dès lors qu'on va considérer que je suis... ah, tiens, ça a sauté un petit peu. Je vais lire la phrase qui manque. Dès lors qu'on a considéré que je suis vulnérable, que j'ai des troubles cognitifs ou que j'ai des incapacités, on va vouloir prendre soin de moi. Et prendre soin de moi, pour l'être humain, souvent, c'est un peu prendre contrôle de l'autre. Alors avec plein de bienveillance, laissez, je vais vous aider, laissez, je vais le faire, je vais m'en occuper pour vous. Mais malgré tout, quand on fait ça, maintenant, on est en train un peu de prendre le contrôle. On est en train de dire à quelqu'un, donnez-nous les clés de la Mercedes et nous, on va conduire. Mais cette personne, elle a peut-être encore envie de conduire sa Mercedes. Donc, comment on va l'accompagner là-dessus? Donc, lui redonner un sentiment de contrôle, ça veut dire lui permettre de continuer à faire des choix et essayer de les respecter au maximum. Et là, on en revient à cette notion d'autonomie. Avoir la possibilité qui m'est donnée de décider encore. Le deuxième axe, le deuxième objectif, ça va être de favoriser l'engagement dans des activités porteuses de sens. Mais porteuses de sens pour la personne. Pas pour la famille, pas pour le professionnel. Mais qu'est-ce qui donne du sens pour la personne? Et donc ça nous implique à aller la connaître, à aller la découvrir. Et le troisième axe, ça va être de lui redonner une place au sein du foyer, puisque quand on rentre dans un domicile, on rentre dans un foyer où cette personne, elle a envie d'avoir une place encore, elle a envie d'être encore actrice, mais aussi au sein de la communauté. Le vivre ensemble. Vivre ensemble âgé, c'est déjà essayer de se faire une place. Vivre ensemble âgé avec des troubles cognitifs, c'est encore une fois une envie de se faire une place. Et ça, c'était quelque chose d'essentiel de dire sous quelle raison de diagnostic on devrait enlever cette place à quelqu'un. Donc comment on va aller travailler sur le fait d'aller redonner aussi, par son rôle, une place à cette personne qui est encore là jusqu'au bout. Et l'idée, c'est de lui laisser son humanité jusqu'au bout. Si on ne fait pas ça, ce n'est pas la maladie qui aura enlevé l'humanité à la personne. C'est nous dans nos accompagnements. Et donc, on a une responsabilité de ça, dans ce qu'on fait. Donc, vraiment, on va travailler sur ces 3 objectifs-là tout au long de la formation avec les équipes. On va travailler autour d'une notion très forte qui est la notion d'activité. Je vous ai dit être acteur. Être acteur, c'est avoir des activités. Et avoir des activités, c'est quoi? Eh bien, c'est faire. Ni plus ni moins. Faire, c'est être en vie.
Faire, c'est répondre à son besoin fondamental d'être en vie. Et donc, comment on va travailler autour de cette notion d'activité avec les personnes? Mais en fait, on y travaille en permanence. Quand on est dans un accompagnement dans le quotidien, dans la vie quotidienne, on aide, on accompagne les personnes dans ces activités-là. Mais comment on va éviter de prendre le rôle principal et comment on va leur laisser toute la place là-dedans? C'est là notre enjeu. Parce qu'avoir des activités, c'est avoir une raison de se lever le matin. Ça touche à ma dignité d'être humain. Je me sens utile. J'ai des choses à faire. Donc ouais, j'ai envie de me lever. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah ben moi, je vais rester au lit. Hein. Ça ne sert à rien de me lever. Hein. Ou alors même ce discours qu'on entend. De toute façon, moi maintenant, j'attends la mort, tu sais. Ça y est, j'ai fait mon temps. Ah ouais, ok. Donc c'est là, on est là et on attend que la mort arrive. Ou est-ce qu'on donne de la vie encore là dans les années? Parce qu'on ne sait pas en fait combien de temps il va se passer. Voilà. Donc comment on accompagne les personnes? Et puis il y a un lien très fort avec l'identité. Ce que je fais me définit. L'être humain fonctionne beaucoup comme ça. En société, quand on se rencontre, les premières choses qu'on se dit, c'est notre prénom et ce qu'on fait dans la vie. D'ailleurs, on s'est présenté, c'est la première chose qu'on vous a dite. Voilà, bonjour Shirley, je suis infirmière et formatrice. Bon, je fais plein d'autres choses à côté, hein. Je ne fais pas que ça. Mon métier ne me définit pas uniquement, mais comment on va les travailler sur l'idée d'avoir encore un sentiment d'utilité et d'existence. Et ça passe par le biais de cette activité. C'est une des choses sur lesquelles Cameron a beaucoup insisté, notamment par le fait que beaucoup d'études ont montré que l'activité ou l'inactivité avait des impacts vraiment très importants chez des personnes qui ont des troubles cognitifs. Et notamment, l'inactivité, ça a été prouvé que ça amène ce qu'on appelle une augmentation des troubles du comportement, que nous, on aime appeler comportement réactionnel. J'aime changer le regard là-dessus et arrêter de qualifier ça de trouble, qui voudrait dire que c'est un symptôme de la maladie, mais plus d'amener ça comme une réaction à quelque chose. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous des comportements. En voiture, quand quelqu'un n'avance pas devant vous et que ça vous énerve, vous allez peut-être avoir un comportement de colère et vous mettre à l'insulter. On ne va pas vous regarder en se disant « Ouh là là, celui-là, on va lui donner un neuroleptique hein, parce qu'il s'excite un peu trop dans sa voiture. Hein. » Non, vous avez des comportements, vous avez des réactions. C'est exactement la même chose avec ces personnes-là. Et souvent, l'inactivité va être générateur de ces comportements, tels que les cris, l'agitation, la déambulation, qui sont souvent des comportements qui nous mettent en difficulté d'ailleurs dans nos accompagnements. On ne sait pas comment gérer ça. On va voir aussi que cette inactivité, elle va augmenter les symptômes dépressifs. Cette idée de lever les bras, de ne plus avoir de raison de se lever le matin, incommensurablement, elle amène vers cette notion de dépression. Et c'est un vrai sujet chez la personne âgée. Elle va augmenter les troubles du sommeil. Qui dit moins d'activité, dit dormir moins bien. Là où des fois, en plus, on a une inversion de rythme, donc ça devient plus compliqué. On va avoir du coup, de ce fait, moins d'activité emmène une dégradation cognitive plus rapide et une aggravation de la perte d'autonomie. Vu que je suis amenée à moins décider, à moins faire, ce sont des choses qui se perdent. Mais ce n'est pas la maladie qui m'enlève ça. C'est l'accompagnement et la possibilité qu'on me donne de le faire ou pas. Et donc, c'est là où c'est important de le mettre en avant. Cette activité nous donne la possibilité d'aller entretenir ça, d'aller maintenir, voire même, j'ose poser le mot, améliorer l'autonomie et l'indépendance. Parce que oui, on se développe tout au long de notre vie, même avec des troubles cognitifs. Et donc, comment on va aller chercher ça pour éviter ce qui, malheureusement, arrive souvent quand je vous parle de troubles du comportement, on a des augmentations de quantité de prescriptions médicales, puisqu'un comportement qu'on ne comprend pas, malheureusement, va parfois amener à des issues médicamenteuses qui parfois vont être tragiques en termes d'effets secondaires et donc à une baisse de la qualité de vie. L'idée, c'est quand même de dire que si l'activité arrive à stopper tout ça, on est quand même dans une dynamique de meilleure qualité de vie pour la personne. Alors pourquoi ne pas y aller? Puisque c'est ce dont on a envie, c'est ce qu'on cherche. Et ça a été prouvé. Je pourrais vous donner plein d'études scientifiques qui montrent vraiment cet effet-là. Donc du coup, on va aller travailler sur cette notion-là. Et pour travailler là-dessus, dans la méthode Montessori, on développe plusieurs axes. Notamment, un des premiers axes sur lesquels on travaille beaucoup, c'est le « qui est cette personne ?» Ne pas oublier, et ça Maria Montessori l'a dit, c'est bien dans la relation de personne à personne que peut se développer le potentiel humain. Mais encore une fois, pour voir le potentiel humain,
il faut être convaincu de ses capacités. Il faut justement ne pas tomber dans cette représentation que la personne âgée ne peut plus rien faire, mais qu'elle a encore la capacité de faire. Il faut aller la rencontrer, elle, en tant que personne, et pas en tant que maladie. Moi, en tant qu'infirmière, quand je rentrais chez quelqu'un et qu'on me disait, voilà, tu vas rentrer chez quelqu'un qui a des troubles cognitifs sévères, qui a un GIR à temps, qui a un MMS à temps, et en fait, on va me donner plein de résultats à des tests, je rentrais pas en relation avec quelqu'un quand j'arrivais. Je rentrais en relation avec une maladie et des symptômes. C'est hyper stigmatisant. Et même moi, en tant qu'infirmière, mon regard est influencé par ça. Alors que peut-être que oui, elle a des troubles cognitifs, mais il y a plein d'autres choses à côté qui la représentent et je dois aller chercher ça. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va travailler en formation et on va aller amener les équipes à se poser des questions. Quand on dit qui est cette personne, on ne parle pas de diagnostic, on va parler de centre d'intérêt, on va parler de domaine expert, on va parler d'activités qu'elle aime au quotidien. Souvent, moi, je dis aux gens, racontez-moi votre journée type. Ça se passe comment la journée chez vous à la maison? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et voyez, quand j'ai une dame qui me dit, ah, moi, l'important, c'est que mon intérieur soit bien rangé. Parce que ma grand-mère m'a toujours dit, ton intérieur, c'est comme à l'intérieur de toi. Si c'est bien rangé, c'est que tu te sens bien. Je ne sais pas si certains ont déjà entendu ça, c'est un truc de grand-mère, ça. Et du coup, quand elle me dit ça, cette dame, je me dis, ok, donc ça, c'est important pour elle. Mais alors, c'est dommage parce qu'on lui envoie des intervenantes qui vont venir faire le ménage pour elle. Et elle n'a rien demandé. Mais on est convaincu que ça va lui faire du bien parce qu'elle est fatiguée et qu'elle a besoin d'être soulagée. Et qu'en fait, cette dame-là, elle est en train de vous dire profondément, non, 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 ça, je veux le garder, ça compte. Et bien, comment on va travailler à ce que l'intervenante, justement, elle accompagne cette dame à faire encore et qu'elle soit vue vraiment comme une professionnelle qui l'accompagne à ça et pas juste comme une aide ménagère. Et je pense qu'il faut revaloriser aussi le travail à domicile autour de ça. Donc, on va aller chercher ce genre de choses. On va aller chercher ce dont elle aime parler. On dit souvent que les personnes âgées radotent et nous racontent 10 fois, 20 fois, 30 fois. Oh, cette histoire, ça fait 50 fois que je l'entends. Mais cette histoire, si elle nous en parle, c'est qu'elle est importante pour elle, c'est qu'elle compte, c'est qu'elle fait partie d'elle, c'est un bout d'elle. Et c'est un bout d'elle qu'elle nous partage. Donc c'est une richesse. On va aller chercher les choses qui déclenchent aussi des réactions négatives. Souvent, nous, on demande aux gens, est-ce que vous avez des phobies? Parce que ça peut influencer des comportements, des phobies. Ça peut avoir un effet sur les gens, des réactions qu'on ne va pas comprendre. Mais pour autant, si on avait posé cette simple question, on peut avoir des pistes et on peut se dire, ah, peut-être que là, elle a fait ça parce qu'elle a peur de ça, et donc c'est important. On va aller chercher ce qui la réconforte, ce qui lui fait passer une bonne journée et comment on va essayer justement d'amener cette dynamique-là. Par exemple, moi, j'adore écouter de la musique. On a de la chance aujourd'hui, on a des super outils qui s'appellent des smartphones sur lesquels on a la capacité de mettre toutes les musiques qu'on veut. Mais moi, je vous dis, quand je retrouve quelqu'un qui a envie de fondre sa douche en train d'écouter le lac du Connemara de Sardou et qui se sent bien et qui danse limite sous la douche, j'ai envie de faire comme ça mon travail, plutôt que de le forcer à prendre une douche qu'il n'a pas envie de prendre. Donc, c'est comment on travaille à ça. Les accomplissements dont elle est fière, les rôles importants qu'elle a tenus dans sa vie, c'est aussi prendre en compte la personne qu'on a en face de nous et son histoire. Encore une fois, je vous parle d'une philosophie qui existe pour les enfants, mais là, je vous parle de personnes âgées. On ne fait pas avec un enfant de 4 ans ce qu'on fait avec une personne âgée de 84 ans. Ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas le même vécu. Et on va beaucoup aller chercher le sens. Et aller chercher le sens, c'est s'intéresser à cette personne et à cette histoire. Donc, on va aller creuser dessus. Et puis, on va lui demander aussi, tiens, est-ce que vous avez des buts, des rêves dans la vie? Parce que j'ai envie de croire que ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on n'a pas des rêves, qu'on n'a pas des envies. Parfois, elles sont farfelues. J'ai une dame qui a dit à une de mes collègues l'autre jour, j'ai toujours rêvé de sauter en parachute. Bon, elle a eu un AVC, elle est hémiplégique. On se dit que c'est compliqué et pourtant, on a lancé un appel et on est en train de voir pour organiser un saut en parachute à cette dame puisqu'on a vu qu'au niveau cardiaque, elle tiendrait le coup. Pourquoi pas? J'ai un monsieur qui l'autre jour a juste dit, j'aimerais ressortir à la boulangerie, sentir l'odeur du pain et acheter du pain puisque depuis le Covid, je n'y vais plus. Voilà, c'est une petite chose, mais c'est peut-être une chose fondamentale. Donc, comment on travaille à ça? Donc, voilà, on va travailler autour de ça dans la dynamique de formation. Alors, au travers d'outils, justement, qu'on va détailler. Là, vous voyez ce qu'on appelle l'activité de catégorisation, puisque, justement, on a des enjeux quand la personne ne communique plus verbalement. Comment, nous, on va lui créer un environnement
qui va lui permettre encore d'exprimer des choses et qui va lui permettre justement de nous aider à la connaître mieux. Et donc l'activité de catégorisation, elle sert à ça. Alors c'est un outil qu'on teste en ce moment sur le terrain, qu'on va certainement sortir en mallette toute faite, parce qu'on sait que ça demande du temps de création et que dans le travail du service à domicile, on n'en a pas forcément. Mais c'est vraiment un outil qui fonctionne très très bien pour aller dans le non-verbal, permettre à la personne d'exprimer justement ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, et justement qu'elle nous le communique elle-même. Donc c'est un exemple. Et ce genre d'outils qu'on va élaborer vont nous permettre de mettre en place ce qu'on appelle un peu chez nous le « qui suis-je ». Et donc vous voyez, c'est comment on travaille aussi à ce qu'on appelle le projet d'accompagnement personnalisé aujourd'hui, comment on arrive à créer vraiment un accompagnement qui se centre sur la personne pour mettre des objectifs en ce sens-là. Et donc, vous voyez, par exemple, le « qui suis-je » dans les grandes lignes, on va reprendre ce que la personne nous a communiqué pour valider avec elle un peu différents axes de sa personne. On a au milieu son histoire de vie, on a à droite son quotidien, ce qu'elle aime faire sur une journée, ses envies et ses projets, les activités qu'elle apprécie, les petits points de vigilance, parce qu'ils savent aussi nous dire qu'attention, il y a des choses sur lesquelles il faut être prudent, ou même dans notre attitude avec eux, les choses à faire, à ne pas faire. M'accompagner dans mes émotions. Véronique parlait des émotions, évidemment, elles sont fondamentales. La mémoire émotionnelle, elle perdure très longtemps, elle est là jusqu'au bout même, j'ai envie de dire. Donc, comment on accompagne la personne là-dedans. Et puis, vous allez avoir d'autres petites phrases qu'on tire de la personne, par exemple, dans le « ce qui est important pour moi », que l'on me considère d'égal à égal. Je pense que là, pour cette dame, le point, la valeur d'égalité est posée là. Hein. On sait très bien que ça va être essentiel et qu'il ne faudra pas la prendre de haut. Et que quand elle est en forme, elle se sent capable de tout. Ben, ça veut dire que forcément, elle va se sentir aussi plus ou moins valorisée par la manière dont on va l'aborder. Donc voilà, donc ça, ce sont des axes qu'on va étayer en formation. Il me reste du temps ou pas? Ça va? Et puis, on va aussi aller travailler sur la notion de capacité. On parle d'aller voir les capacités. Donc là, à partir d'outils que Cameron a élaborés, on va travailler sur une grille des capacités préservées. En formation, on va permettre justement aux professionnels d'aller entraîner leur regard là-dessus, comment s'en servir pour aller remarquer ce qui marche encore, plutôt que de remarquer que ce qui ne marche pas. Ne peut pas, ne peut pas, ne peut pas, ne peut pas. OK. On va se poser 2 minutes et on va faire peu, et on va se faire du bien aussi de se dire que ces gens-là, quelle que soit la sévérité de leurs troubles, ont toujours des capacités. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Cameron a mis en évidence dans ses recherches. Et donc, comment on arrive à changer notre regard là-dessus. Donc, au travers de ces capacités, notamment, on va travailler, par exemple, sur la capacité de lecture. Vous verrez que c'est des outils aussi qu'on propose en formation. Lire fait appel à une mémoire qu'on appelle la mémoire procédurale, qui est préservée très longtemps, est un automatisme qu'on maintient et qu'on garde. Si on adapte les outils de lecture qu'on leur donne, évidemment, puisqu'on est face à des gens qui peuvent avoir des troubles visuels, mais ça ne veut pas dire que la capacité n'existe plus. Et on a trop souvent tendance à dire « Ah non, ça y est, elle ne lit plus, donc elle ne peut plus lire ». C'est faux. Dès lors qu'on lui donne un outil adapté, on va se rendre compte qu'en fait, la capacité est toujours là. Et donc, comment on va aller la solliciter? Par exemple, là, vous voyez, pour cette dame-là, il y a eu un travail qui a été fait, parce que c'est une dame qui a des troubles cognitifs et qui oublie tout et qui, des fois, dans son discours, vraiment est compliqué à comprendre. On a été observer cette capacité de lecture. Et cette dame, elle a encore une très bonne capacité de lecture. Et en fait, qu'est-ce qui s'est mis en place? Vous voyez à droite un exemple d'aide externe qui a été créé par une collègue sur le fait de lui repermettre à nouveau de faire son café toute seule. Ça peut paraître pas grand-chose, mais pour la petite anecdote, cette dame, elle vit seule à domicile et la seule visite qu'elle a tous les jours, c'est son fils qui vient régulièrement tous les matins lui faire un petit coucou. Et alors, on a un truc un peu particulier, c'est quand quelqu'un vient chez nous, qu'est-ce qu'on aime faire? On aime faire un café, on aime offrir un café. Qu'est-ce que tu veux boire? Tu veux boire quelque chose? Ça s'appelle la convivialité, je crois qu'on a un peu tous comme ça, un café, un thé, un jus d'orange, un Ricard si c'est l'apéro, enfin bon, bref. Et du coup, cette dame-là, c'était le café. Et elle avait envie de faire le café pour son fils, sauf qu'en fait, elle ne savait plus comment faire les choses. Elle faisait des bêtises, elle mettait tout un peu dans le mauvais sens. Et donc, on en était venu à se dire, on va lui préparer son café et quand le fils arrivera, elle pourra lui servir. Mais c'est quand même pas la même chose que de le faire soi-même.
Et donc, la collègue a travaillé avec cette dame-là et une aide externe avec des petites étapes. Alors, on prend des post-it, on prend des feuilles. Bon, le domicile, c'est MacGyver, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et elle lui a fait quelque chose comme ça en me disant, voilà, j'ai essayé ça avec cette dame. Shirley, regarde. Et j'ai dit, mais c'est génial. Maintenant, il faut que tu lui apprennes à s'en servir. Et je vous mets dans le mille, cette dame, elle a réappris à faire son café toute seule. Et la fierté de cette dame d'être actrice de ça, pour que quand son fils vienne, elle lui propose un café qu'elle a préparé, bah, c'est peut-être ça en fait, notre but. C'est peut-être ça, le travail de l'accompagnement qu'on a à faire. Ça change le regard. Donc vous allez avoir tout un tas de choses autour de la lecture. C'est un deuxième axe, après qui est la personne, les capacités. Et enfin, le troisième axe, bah, ça va aller questionner notre rôle à nous en tant que professionnels. Comment se positionner en tant que facilitateur, c'est-à-dire pas celui qui fait à la place, mais celui qui aide la personne à faire. Et là, vraiment, je reprends cette tâche de Maria Montessori qui dit « Ne l'aidez jamais à accomplir une tâche qu'il sent qu'il peut accomplir seul ». Mais c'est compliqué quand on fait partie des métiers de l'aide. On est un peu formaté à ça. Hein. Moi, j'ai été formatée à ça pendant longtemps. Vous savez, la dame qui commence à se lever de sa chaise et qui commence à partir avec sa tasse comme ça, vous voyez, elle n'est pas très stable, là. Elle est où? Et nous, on a peur. La première chose que je fais, c'est laissez, donnez-moi la tasse, je vais le faire pour vous. Mais en fait, c'est terrible ça. Parce que cette dame, elle a ce qu'on appelle un élan de vie. Elle est en train de vous dire, je vais la prendre ma tasse et je vais la débarrasser. Et nous, on coupe ça. Alors, on le coupe avec plein de bienveillance parce que, oh, et si elle tombe? Et si la tasse tombe? Et si la tasse se casse? Et si... Alors oui, c'est vrai qu'avec des si, vous savez, la vie, Maria Montessori disait, on apprend de ses erreurs. Mais malgré tout, cette dame, elle est en train de nous envoyer un message, c'est qu'elle veut essayer de le faire seule. Et le problème, c'est que si moi, tout de suite, ma démarche, c'est de couper ça, je vais le faire une fois, je vais le faire 2 fois, je vais le faire 3 fois, et la 4e fois, cette dame, elle va rester à table et elle va me regarder. Et peut-être même qu'elle va me tendre la tasse. Et peut-être même qu'elle va me dire cette phrase, allez, faites-le, vous êtes payé pour ça. Non, ils disent jamais ça, c'est pas vrai. Si, ils le disent. Mais peut-être parce qu'on aura un peu formaté ça quelque part, en lui exprimant qu'on est là pour l'aider, mais en voulant le faire à sa place, avec plein de bienveillance, malheureusement. Donc c'est comment on travaille à cette haute posture avant d'agir, observer, accompagner, laisser ces élans de vie se faire et s'émerveiller qu'ils soient encore là et les accompagner au maximum. Et donc ça demande un changement de posture. C'est pas simple, c'est un challenge. Pour l'avoir vécu, pour le vivre encore, je vous le dis, c'est un challenge au quotidien. Donc comment on travaille là-dessus et comment on accompagne les équipes là-dessus. J'aurais pas le temps de le dérouler là, mais en formation, en fait, on déroule tout un tas de principes qui sont les principes Montessori, qu'on travaille en équipe justement. Comment amener cette posture de professionnel, de facilitateur? Et ben, ça se fait au travers de ces 12 principes-là, qu'on détaille, qu'on explique, qu'on teste et qu'on éprouve dans la formation. Voilà. Je suis très longue, donc je ne vais pas trop prendre de temps. Je vais laisser la parole à Sandrine parce que je voudrais qu'elle puisse s'exprimer. On a commencé ce travail avec l'équipe de France Présence quand même maintenant depuis 3 ans. On accompagne les agences, on accompagne les responsables d'agences, on accompagne les intervenantes à domicile. C'est plein de partage, c'est plein de richesse. Je voudrais la laisser vous partager le pourquoi elle a fait ce choix-là et quel est le sens que ça a à domicile. Voilà. Merci. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps parce qu'en fait, on voudrait absolument que vous puissiez avoir un temps de questions-réponses et que vous puissiez vous exprimer vous aussi. Juste, effectivement, répondre à la question de ce que disaient Shirley et Véronique. Pourquoi on a décidé chez France Présence de travailler conjointement et de mettre ça en œuvre pour tout ce qu'elle vient d'expliquer, en fait. On s'est rendu compte, on intervient auprès d'un public fragile, des personnes qui ont envie, qui ont encore plein de choses à faire, plein de vies à vivre, plein de moments intenses. Et petit à petit, on se rend compte que, eh bien, on les empêche, on les met dans un carcan parce que, comme le disait Véronique, on a des préjugés. Ils sont vieux, ils sont malades, ils n'ont pas le temps, ils n'ont plus envie. Laissons-les tranquilles dans leur fauteuil à lire leurs petits trucs et nous, on va faire. Et ça va aller tellement plus vite et ça va être tellement mieux fait. Eh bien non, c'est exactement ce que vient d'expliquer Shirley. C'est en faisant avec eux, c'est en faisant comme eux, ils ont décidé de le faire, en respectant leurs envies et leurs idées,
que finalement on va continuer à leur donner le goût de vie et le goût de vivre. Eh bien, chez France Présence, on a vraiment décidé aujourd'hui d'accompagner nos bénéficiaires, nos clients, peu importe le mot qu'on leur donne, pour leur donner le goût de vie et le goût de vivre le plus longtemps possible. Et plutôt que de faire à leur place, on a décidé de faire avec eux et pour eux. Donc en fait, c'est vraiment une volonté commune dans toute j'allais dire la philosophie qui peut être déclinée par Montessori. On a aujourd'hui chez France Présence presque 600 auxiliaires de vie. 50 sont formés chaque année, donc depuis 3 ans. On en formera plus en 2024. On va intensifier les choses. Shirley vous l'a présenté, il y a des outils dédiés qui sont après utilisés au quotidien au domicile. Nos encadrants sont effectivement aussi formés, parce que former nos auxiliaires de vie sur le terrain, c'est bien, mais il faut que quand ils reviennent en agence, ils aient un relais, ils aient quelqu'un qui les comprenne et quelqu'un qui ait une vraie tolérance, parce que faire avec, ça prend toujours beaucoup plus de temps que faire à la place d'eux. Et donc forcément, il y a des débordements qui doivent être compris et qui doivent être tolérés. Nos clients l'expriment, ils sont satisfaits parce que forcément, on les accompagne à faire, on leur donne encore de l'autonomie, on les laisse libres et on les aide et ils se sentent revalorisés, ils se sentent exister. Pareil, nos aidants, la confiance, elles en ont parlé toutes les deux à leur manière dans leur présentation. Dire j'ai confiance en vous, ça se mérite. C'est un prérequis à la base, certes, mais il faut vraiment faire ses preuves. Et quand on est auxiliaire de vie, on rentre dans l'intimité des gens et on doit aussi être là au quotidien et petit à petit rassurer nos aidants. Les auxiliaires de vie utilisent donc des méthodes qui leur donnent une vision un peu différente de leur métier. Ce ne sont plus de simples exécutants. J'arrive, je fais, je suis timé et je m'en vais. Non, je rentre dans un lieu de vie, j'accompagne une vie et je permets à une personne de garder de l'autonomie. C'est quand même vachement plus sympa. Notre baseline chez France Présence, c'est pour toujours et mieux être à vos côtés. Et on espère vraiment qu'en déclinant cette philosophie-là, eh bien, on participe à ça. Donc, je ne vais pas être plus longue. Notre agence à Paris, elle est dans le 13e. Si vous avez envie d'avoir des infos, n'hésitez pas à vous présenter. On est aussi installé sur le stand WeCare et Shirley sur son stand de Montessori. Et je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a des micros dans la salle ou pas? Je crois qu'il faut qu'on fasse passer les Non, nôtres. ouais. Ah, si, il y a peut-être un micro qui arrive là-bas. Est-ce que quelqu'un a une question? On a 5 minutes. Oui. Allô? C'est bon? Je pense qu'il faut bien le coller. Normalement, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, pour la méthode Montessori, pour les enfants, on a du mobilier qui est adapté pour stimuler les 5 sens. Est-ce que il y a des espaces aussi? Est-ce qu'il y a des espaces aussi pour les personnes âgées? Alors, pour des mobiliers? On n'a pas d'espace à proprement dit parce que Maria Montessori, à la base, a voulu faire de l'école une maison. Elle a voulu que l'école à part entière soit d'abord considérée comme une maison où l'enfant se sente bien. Là, comme on travaille à domicile, l'idée, c'est comment on adapte le domicile à l'accompagnement de la personne. Donc, on n'a pas d'espace dédié. Par contre, on va, dans le matériel proposé, peut-être à des moments sur des activités, essayer d'adapter certaines choses qu'on va proposer. Pour vous donner un exemple, on a observé qu'avec les difficultés visuelles, parfois la notion de contraste dans les assiettes est plus difficile à voir. Ça ne veut pas dire que les personnes ne sont pas en capacité de manger seules, c'est plus qu'elles ont du mal à voir les contrastes. On va suggérer aux familles, par exemple, d'avoir une assiette de couleurs pour que des aliments contrastent à l'intérieur. Parce que, par exemple, si vous avez une assiette blanche, quand les personnes mangent des pâtes, du riz, de la purée, enfin les 3/4 de nos aliments sont quand même très clairs, ce sont des choses qu'elles ne voient pas bien. Donc pour adapter l'environnement, sur le moment du repas par exemple, on peut suggérer à la famille de prendre une assiette de couleurs pour mettre des aliments qui contrastent et qu'elle les voit mieux et que du coup ça l'amène à manger mieux. On va travailler sur parfois des petits modèles qu'on va mettre, des petites étiquettes pour indicer la personne sur comment ranger son linge dans son placard. Mais ça va être fait avec elle. Il faut qu'elle participe à ça. Il faut qu'elle soit actrice. Et donc, on va adapter l'environnement comme ça avec elle. Ce n'est pas un environnement à proprement dit qui est proposé, mais on part d'elle. Voilà. Non.
on part d'elle et on adapte l'environnement avec elle. Mais il y a une vraie notion d'environnement physique qui compte, évidemment, comme avec Maria Montessori, qui soutient ou pas l'autonomie d'ailleurs, pour le coup. Est-ce que quelqu'un d'autre... Ah, il y a une dame qui a une question là-bas. Merci Véronique. Oui, alors je voulais rebondir surtout sur ce que disait Shirley, sur votre Collez bien le micro sur votre menton. Voilà, ah oui, merci. Alors, surtout rebondir sur ce que vous disiez par rapport au cognitif, à la mémoire, parce que, bon, je ne cacherai pas que je donne des cours d'anglais à domicile et je prends tout âge. Et voilà ce que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, j'ai des appels de personnes âgées à mes services, si elles ont beaucoup voyagé dans leur vie ou des anciennes professeurs d'anglais, tout ça, elles ont besoin de continuer de travailler la langue pour continuer de pratiquer. Et on se rend compte qu'effectivement, tout n'est pas perdu. Elles ont encore la capacité de s'exprimer à l'étranger, de demander leur chemin, de voir comment se faire servir à manger, voilà, toutes ces choses-là. Et puis aussi, comment, si jamais elles ont une urgence, un accident est vite arrivé, comment demander à aller se faire soigner. Et ce que je fais, c'est les mettre un petit peu par rapport à la méthode Montessori, les mettre en immersion totale. Allez-y, je vous donne une phrase type et prenez 2 ou 3 phrases types et choisissez celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise pour exprimer ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Ouais. Voilà. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour apprendre ou jamais trop tard pour s'y remettre à quelque chose. Il est jamais trop tard. On se développe en permanence, autant qu'on aille chercher les bonnes capacités. Et pour rebondir, moi j'avais un monsieur qui avait travaillé dans les ministères des Affaires étrangères. Et alors c'était drôle parce que les mots en français s'envolaient, mais par contre ce monsieur qui avait parlé anglais toute sa carrière professionnelle, dès lors qu'on parlait anglais avec lui, il tiltait et il nous parlait, donc c'était assez surprenant. Mais là on voyait vraiment ressurgir ce domaine expert-là chez ce monsieur. Ouais, c'est ça. Je vois, il y a une question derrière. Oui ? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis chargée d'accompagnement chez Alliance. Et ma question était de savoir, est-ce que vous faites des formations aux personnes aidantes, mais individuellement? C'est-à-dire une personne qui est aidante d'un proche et qui a besoin de comprendre aussi son rôle d'aidant, mais à domicile. Alors pour l'instant, on ne développe pas ce genre de proposition. On travaille beaucoup à l'accompagnement des proches. Aujourd'hui, il y a une vraie question de comment on arrive à les toucher tout en leur permettant de se dégager du temps. Parce que c'est souvent des gens, en effet, qui sont à la maison avec la personne et qui vont vous dire « moi, je ne veux pas partir et laisser ma femme toute seule pendant ce temps-là ». Et là, les premières expériences qu'on a faites, c'est avec des accueils de jour. On a créé des partenariats qui travaillent souvent avec des services à domicile et où, en fait, on accueille à l'accueil de jour les deux. Parce que je vous ai dit qu'il fallait que la personne soit actrice. Donc, le but, ce n'est pas de faire ça sans elle. Donc, on l'implique là-dedans. Et en fait, on a fait un projet, le projet Côte à Côte, où on a accompagné les deux. Et sur des temps, ils sont ensemble. Sur des temps, ils sont séparés. Et là, on forme les proches de la personne à la méthode Montessori. On leur donne des pistes et des outils. On est en train aussi de se dire qu'il faut qu'on travaille sur le digital parce qu'il faut vivre avec son temps. Et qu'aujourd'hui, on nous demande de développer toujours plus. Donc voilà, on y travaille sérieusement, mais on n'est pas encore sur de l'individuel. Et je pense que ça, malheureusement, ça ne sera pas notre mission propre. Je pense que ça, c'est les intervenants à domicile qui vont avoir cette mission-là aussi, mine de rien, un peu de former et d'accompagner les proches. Donc voilà, donc il y a toute une réflexion autour de tout ça. Voilà, on y vient. Une dernière question, parce que je pense qu'il est déjà midi et je ne veux pas empiéter sur les personnes d'après. Oui, merci beaucoup pour... Vous entendez ? Oui. D'accord. Non, je disais merci beaucoup pour tout ce que vous avez, tous les éléments. Moi, je me reconnais bien dans la personne qui aide pour la tasse, avec ma mère. Mais du coup, la question que je me pose, et j'imagine que les accompagnants professionnels se la posent aussi, c'est comment on établit un contrat entre guillemets, avec la personne. Parce que moi, ma mère, si je l'écoute, elle fait tout en fait, et moi je fais rien. Et donc du coup, comment savoir, comment discerner à quel moment vraiment là, qu'elle puisse me dire, parce qu'elle dit pas qu'elle a besoin d'aide, c'est encore trop dur pour elle d'admettre qu'elle a besoin d'aide.
Donc comment on peut se dire, ok, enfin je sais pas, j'ai pas encore réfléchi à la question, mais je vais lui poser la question. Dis-moi vraiment à quel moment tu veux que, enfin voilà, mais voilà, comme je vous ai sous la main et qu'elle n'est pas là, je vous pose la question. Non, mais je pense que c'est une question qu'on se pose tous. Mais on en revient au premier objectif de laisser du contrôle sur sa vie à la personne. C'est-à-dire, on a tous cet enjeu de se dire, on veut aider l'autre et en même temps, on veut lui laisser aussi la place de s'exprimer. Donc, je pense qu'avant toute chose, il faut aller lui demander, il faut faire ça à deux. On ne peut pas faire ça sans elle. Donc, il faut aller lui poser la question et arriver à se mettre d'accord sur les choses où elle veut bien que vous l'accompagnez pour le moment. Il y a peut-être des choses aujourd'hui qu'elle refusera, mais en se laissant le temps, elle les acceptera. Ce n'est pas en la forçant, en tout cas, je pense, que ça marchera mieux et que ça fonctionnera. Donc, je pense qu'il y a un travail étape par étape. On a un des principes qui est de dire étape par étape, commencer simple. Et puis aussi, aller lui demander, l'inviter, lui proposer. Ça change tout dans la démarche. Quand on dit à quelqu'un, laissez, je vais le prendre pour vous, plutôt que de dire à quelqu'un, est-ce que vous voulez que je prenne la tasse ou est-ce que vous voulez la déposer, ça fait quand même la différence. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de lui laisser le choix et lui laisser la possibilité d'avoir le contrôle. Et peut-être que cette personne, en lui laissant la possibilité, à des moments, elle vous la donnera. Ce qui n'est pas la même que quand on lui prend un peu de force, ce qui fait que les fois d'après, son mécanisme de défense, ça va être un peu de résister, et de résister, et de résister. Et plus je résiste, plus c'est compliqué. Donc je pense qu'il faut qu'on l'associe à ça et qu'on y travaille ensemble. D'être bien consciente, en plus vous avez un enjeu émotionnel mère-fille, c'est encore tout à fait différent, mais il y a de l'amour dans tout ça, donc je pense qu'il faut poser aussi les choses là-dessus. Voilà, je n'ai pas de solution toute faite, mais ça serait ma réponse. Voilà. Je vous remercie vraiment d'être venus nous écouter. Je vous souhaite encore un bon salon, une bonne journée. Au revoir.